Bon bah ça y est, le film de l'année est sorti en salle. Sharp Distribution 20 abonnés, maintenant 21. Puisque Sharp Distribution, bravo à eux pour avoir diffusé officiellement le film de l'année, Escape from the 21st Century. Donc alors Escape from the 21st Century, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire du coup de 3 ados. Donc c'est Pao Pao, Sheng Yong et l'autre, j'ai oublié son nom, qui du coup sont des adolescents qui ont 13, non, qui ont 18 ans je crois, qui ont 18 ans et qui sont en troisième, ce qui d'ailleurs est assez, enfin j'ai pas trop compris cet aspect là, et qui vivent sur la planète K, qui est en gros c'est la Terre, donc voilà, vous inquiétez pas, c'est la Terre, et qui vivent sur cette planète-là et qui est à 3000 années-lumière, je crois, mais en gros, c'est la Terre, hein, c'est juste, voilà. Pour faire un contexte vraiment extrêmement très science-fiction dès le départ. Et ils sont, voilà, c'est des petits ados comme ça qui font des petits coups de malfrats. À un moment, ils tombent dans une cuve, enfin dans un lac rempli de produits chimiques. Et ils se rendent compte que quand ils éternuent, ils sont propulsés dans leur corps de 20 ans dans le futur. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont vraiment inactifs dans le présent. Et en fait, 20 ans dans le futur, ils sont là. Et donc, ça fait que, globalement, ils explorent la vie dans le futur. Ils explorent comment ils vivent dans le futur, comment ils sont, comment ils existent, qu'est-ce qu'ils sont devenus aussi. Et notamment, est-ce que Xiong Yong est encore avec Yang Yi, qui est du coup son amoureuse, en fait, tout simplement. Et je vais m'arrêter là pour le pitch parce que, comment dire, c'est impossible vraiment à bien pitcher comme film. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas un film où il faut le pitcher sur son côté l'histoire, parce que l'histoire est très rigolote, l'histoire est très bonne, l'histoire est vraiment chouette. Mais soyons honnêtes 5 secondes, vous ne regardez pas Escape from the 21st Century pour son histoire. Et encore, là, je veux dire, vous avez une version, en plus, là, qui est diffusée sur la bande-annonce, qui est un peu tronquée, parce que la vérité, c'est un film qui est à moitié en 4 tiers, en 2.35 et en 16.9 également. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et en fait, juste ça, juste cette ambivalence des formats avec beaucoup de choses qui se passent également au niveau des formats, au niveau de comment le film se rythme, c'est en fait quelque chose qui sera constant. C'est-à-dire que c'est un film... j'ai pas envie de dire que c'est un film what the fuck. J'ai pas envie de dire que c'est un film second degré, etc. J'ai sorti un TikTok, un reel ce matin là-dessus. Ce n'est pas un film où, en gros, tout est second degré, etc. Tout est totalement loufoque. C'est un film extrêmement premier degré sur tout ce qui se passe à l'écran. Et globalement, là où je le rapprocherai, je vais redire un peu ce que j'ai dit au début du live, mais là où je le rapprocherai, ça serait probablement un peu de Everything Everywhere All At Once, ça oui. Du Scott Pilgrim également, je sais que quelqu'un l'avait noté. Je le rapprocherai également de Fooly Cooly, FLCL, Fooly Cooly, qui est pour moi, enfin ça se rapproche le plus, parce qu'en fait, il y a une telle maîtrise de tous les formats que ça fait. Il y a une telle maîtrise de tout ce que ça fait, c'est-à-dire que, vous l'avez vu un petit peu là dans la bande-annonce, il y a et ben voilà, Fooly Cooly, Shuki Luki qui dit bah oui, tout à fait, c'est pour toi. Mais globalement, il y a une telle maîtrise de tous les formats qu'il y a à l'écran. C'est-à-dire qu'il y a du live action, du coup, qui est tantôt d'ailleurs en couleur, en noir et blanc, avec un côté sépia, avec enfin, toutes les esthétiques qui passent, j'ai envie de dire. Il y a tantôt avec de la lumière ultra maîtrisée, tantôt parfois on dirait que c'est filmé à l'iPhone bizarre. Et il y a aussi de l'animation, 2D, 3D, des effets spéciaux un peu moches par moment, hein, bien sûr, enfin voilà. Mais tout comme il y a de l'animation 2D que je trouve vraiment génial, vraiment vraiment génial. Il y a du coup des temporalités qui font que bouger, il y a des personnages enfin il y a de l'utilisation de la voix off qui va tantôt être de la voix off très, comment dire, Mission Cléopâtre, j'ai envie de dire, vous savez la phase dans Mission Cléopâtre où ça passe à une sorte de documentaire à côté, tout ça, même ça rentre un petit peu dans le film. Il y a des personnages qui autant vont vous faire rire, vont vous faire pleurer. L'utilisation de la musique, pareil, c'est vraiment, moi je vous le dis, il y a 2 moments, parce que du coup, alors c'est un film, je l'ai vu il y a plusieurs mois, et je l'ai revu en salle. C'est très très rare que je revoie un film en salle, d'autant plus que je le revois aussitôt. C'est-à-dire que vraiment, généralement quand je revois un film en salle, c'est pour me dire, bon, ça fait, je sais pas, 4-5 ans que je l'ai pas vu, allez, je vais le revoir en salle avec quelqu'un d'autre, comme ça je vois vraiment le truc. Donc voilà.
Non, mais il y a du South Park, il y a du machin. Et je vous le dis, je l'ai vu du coup il y a 2 mois à peu près, lors de la nuit du Méliès. C'est le seul film que j'ai vu en entier parce qu'en fait j'ai dû sortir à la moitié du deuxième film qui était Peggy Sue s'est mariée parce que j'avais un mal de crâne absolument dingue. Et globalement c'est le seul film que j'ai vu en entier. Et en fait il y a 2 moments où, c'est pour ça que je plaisante pas trop nécessairement avec le tweet d'annonce, j'ai failli pleurer. Le premier moment, c'était quand il y a la course-poursuite, une des courses-poursuites qui se passe du coup en 2019, parce que d'ailleurs oui, le film se passe en 1999, mais bon, tout le monde a des portables, etc. Enfin, ça gêne pas l'histoire. Et il y a 2 moments, c'est-à-dire qu'il y a la course-poursuite avec ces 2 personnages-là, qui arrivent en 2019 assez rapidement. Et il y a un autre moment aussi, où j'ai failli pleurer. Et c'est les moments où je me suis dit, putain, comment ça se fait? Genre, comment c'est possible que le film ait lu dans mes pensées? C'était un moment où il y a Here's to You de Joan Baez et Ennio Morricone qui passe. Et vraiment, quand j'ai reconnu les premières notes, je me suis dit, comment c'est. Enfin, vraiment, j'ai eu un moment parce que c'est une musique que j'écoute très souvent. Je me suis dit, attends, j'ai mes écouteurs qui se sont lancés. Je sais pas, enfin, comme j'ai des écouteurs à conduction osseuse, je me dis, ça se trouve, parfois j'ai oublié de les enlever, je sais pas. Mais quand j'ai vu la séquence, je me suis dit, ok, là, il y a quelque chose de mystique qui s'est passé. J'ai pas compris. C'est-à-dire que vraiment, donc il y a Here's to You, et en plus le moment où c'est utilisé, la scène dans laquelle c'est utilisé, pendant toute la scène, je retenais les larmes, vraiment, et c'est très... Enfin, je pleure pas souvent au cinéma, mais là, vraiment, je sentais que ça pouvait partir à tout moment. Mais voilà, cette scène-là de course-poursuite qu'il y a, et d'ailleurs les mélanges animation live action, je trouve que c'est toujours un truc que j'adore, enfin clairement. Et clairement, cette scène-là, j'ai failli pleurer. Toute la scène à la fin également, la grande séquence de fin également, j'ai failli pleurer. Je me suis dit, putain, mais c'est... Ils ont réussi en prenant une musique qui est déjà utilisée plein de fois. Je veux dire, voilà, la musique, je vais pas spoiler laquelle c'est, parce qu'en plus, pendant ma deuxième séance, j'avais oublié qu'elle était là. Mais, mais clairement, pour moi, c'est une excellente musique, je vais pas spoiler laquelle c'est. Et quand t'entends les premières notes, tu te dis, putain, c'est tellement... Enfin, en fait, il y a vraiment un truc, je trouve, dans Escape from the 21st Century, de l'ordre de la naïveté et de l'ordre de la candeur, mais pas juste de la candeur, mais de l'évidence, en fait. C'est-à-dire que tout dans Escape from the 21st Century, même si c'est extrêmement barré, même si il se passe plein de trucs, même si on sait pas même si on sait pas ce qui se passera dans la prochaine minute, même dans les 10 prochaines secondes, on ne sait pas ce qui va se passer. Et globalement, il y a vraiment un truc où tout est maîtrisé, mais tout est évident, j'ai envie de dire. C'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a particulièrement choqué. C'est-à-dire que je me suis dit, mais comment c'est possible que à ce moment-là, t'enchaînes une séquence live action très sérieuse avec tes personnages ultra bien éclairés, avec une séquence en animation, avec une séquence où tes personnages sont tordus dans tous les sens, avec une séquence où tes personnages ont des faux muscles, avec une séquence à côté où d'humour, avec plein de séquences comme ça, et quand même, ça arrive à rester extrêmement cohérent. Je ne comprends pas vraiment comment ça peut se faire. C'est vraiment, je comprends pas comment c'est possible d'aussi bien maîtriser ce qui se passe, et en même temps c'est impossible à analyser ce genre de film là, c'est à dire que tout est extrêmement sensoriel, tout se passe vraiment extrêmement dans vos cœurs, j'ai envie de dire. Enfin vraiment, j'utilise jamais mon cerveau quand je regarde Escape from the 21st Century, et en même temps il est constamment bombardé d'informations. J'ai vraiment adoré parce que j'ai voulu aller au Hall, mais salle pas accessible au PMR aujourd'hui. Bah alors moi personnellement je l'ai vu au Hall, parce que voilà, je ne suis pas une personne à mobilité réduite, mais je sais que il y a je vais mettre un petit peu dans le chat les salles dans lesquelles c'est disponible. Il y en a plusieurs à Paris. Cinécité 19, il me semble que toutes les salles sont accessibles PMR, si jamais. Donc voilà, parce que j'y vais assez souvent. Et globalement, en fait, moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que quand j'ai vu le film, j'ai vu le film une première fois il y a quelques mois, je me suis dit, ok, c'est un film qui me parle qu'à moi. C'est-à-dire que, en fait, tout est fait pour me parler. Il y a des références dans tous les sens, à que des trucs que j'adore, autant à du cinéma très classique qu'à des trucs extrêmement modernes d'internet, des jeux vidéo, tout ça. Mais je me suis dit, bon, bah, ça va me parler qu'à moi, et je pense que je vais être tout seul dans mon coin à absolument adorer. Et par contre, il y a quand même ce truc où depuis que le film est sorti, je ne vois que des revues positives. Mais ça va de Seb du JDG à Antoine Goya, qui sont quand même, je pense, à des sens assez opposés du spectre du cinéphile, et qui ont tous les deux adoré. Et ça, c'est quelque chose, je ne comprends pas comment ça se fait que... Enfin, je pense que c'est aussi en partie à cause de cette évidence même de tout ce qui se passe à l'écran,
qu'en fait, tout est si naïf, tout est si sincère qu'en fait, on ne peut que adorer, en fait. Et peu importe qu'on soit un esthète, qu'on soit un érudit, qu'on soit quelqu'un qui va pas beaucoup au cinéma, c'est vraiment absolument incroyable. Et voilà, ils ont peut-être pas adoré pour les mêmes raisons, mais même la revue d'Antoine Goya était très positive pour plein de trucs. Et je veux dire, moi, ça m'a vachement surpris, mais ça m'a surpris en bien, en fait, de voir qu'il y ait que tout le monde soit au diapason autour de ce film-là, que tout le monde trouve que c'est un excellent film, que c'est un excellent film. Ça m'a donné vraiment beaucoup comment dire, d'espoir pour le cinéma, parce que hormis voilà le côté où c'est voilà formellement, je pense que c'est un film qui est dur à approcher, mais voir qu'il y a autant de monde qui adore ce film-là, ça m'a vraiment rempli le cœur et je trouve que c'est vraiment un film à aller voir. Alors évidemment, je veux dire, du coup, quand je l'ai vu une deuxième fois, j'ai vu des défauts. Mais en fait, même les défauts du film, je vais vous le dire, hein, parce à quel point c'est quand même un grand film pour moi, c'est que même les défauts du film ne me font pas si mal que ça, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, en fait, quand je l'ai vu une deuxième fois, du coup, je voyais que typiquement, il y a beaucoup de scènes d'action. Pareil, je sais pas où ranger le film. Film d'action, comédie, drame, film de science-fiction. Je pense que film de science-fiction, c'est ce qui englobe le mieux, parce que quand même, il y a plein de trucs de SF qui se passent. Il y a plein du coup, il y a énormément de coups. Pareil, c'est extrêmement maîtrisé aussi hein, de ce point de vue-là. Du point de vue au niveau comment dire, au niveau des scènes d'action, c'est très très maîtrisé. Et globalement, je voyais qu'il y avait plein de coups qui touchent pas. Genre globalement, ce que tu fais quand tu tires, c'est quand tu tires ton coup, on va dire, quand tu tires ton coup, ouais. Non, mais quand tu fous un coup de poing à quelqu'un, c'est que tu fais juste avant, et en fait, généralement, l'angle de caméra est censé faire en sorte que ça se voit pas, mais là, il y a plein de coups, ça connecte pas, où les acteurs partent dans l'autre sens, des trucs du genre, enfin, vraiment. Et globalement, il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de défauts d'effets spéciaux qui sont pas faits, qui sont pas très bien faits, qui sont un peu moches, qui sont pas terribles. Mais en fait, même ça, pour moi, ça rentre dans un aspect artisanal où en fait, je sens que tout le monde était présent pour faire en sorte que le film soit bien fait. Et deuxième truc que j'ai aussi noté, mais pareil, c'est pas un truc qui m'a dérangé non plus, c'est que il y a, comment dire, il y a 3 actes hein, un peu dans le film. Le passage entre l'acte 2 et l'acte 3, ça m'avait moins choqué la première fois que je l'ai vu. Mais je me suis dit, putain, mais il reste 30... En fait, c'est vraiment ce sentiment de putain, il reste 30 minutes au film. Et il y a vraiment ce truc où il y a un moment, une cassure très nette. Et voilà. Mais je vais juste lire Mister HS. Je ferai quand même 2 reproches. Les changements de format sont trop violents. Moi, je trouve pas ça si violent que ça. Et je trouve que le film est assez doux dans comment il met ces changements de format. En tout cas, ça m'a pas choqué en salle. Et le film est tellement jouissif et va tellement loin qu'au milieu, il y a une partie qui paraît sage comparée au reste. Oui, mais en même temps, même ça, parce que du coup, le film est aussi très touchant. Le film, enfin, il y a plein de trucs qui se passent dans le film qui sont extrêmement très touchants sur l'adolescence, sur le côté... et encore une fois, moi, c'est un aspect qui, pareil, m'a presque fait pleurer, hein, clairement. Sur le côté où il y a beaucoup de moments où je me suis dit, putain, mais c'est vrai que Et c'est pour ça que pour moi, c'est un film à voir en salle, particulièrement actuellement, et c'est vraiment du génie de le sortir en salle actuellement parce que c'est un film qui parle de la fin du dernier été d'adolescent, ce qui est vraiment une phase, enfin c'est incroyable. Moi il y a une réplique dans Kingdom Hearts 2 qui me fera toujours chialer, c'est Roxas qui dit à Sora je crois que c'est la fin de mes vacances, un truc du genre. C'est Looks like my summer vacation is over en anglais, parce que je connais plus la phrase en anglais parce qu'elle a plus tourné. Mais globalement, c'est vraiment un truc où le sentiment de fin de vacances, c'est vraiment quelque chose qui m'est très cher. Et je trouve que dans Escape from the 21st Century, c'est super bien maîtrisé dans la mentalité des personnages. Je trouve que voilà, les scènes d'action sont géniales. Enfin, tout est bien dans ce film. C'est vraiment, je vous jure, j'essaie à chaque fois, quand j'adore un film, de noter des défauts, de me dire, est-ce qu'il y a un truc vraiment qui m'a sauté aux yeux là-dessus, où je me dis, bon, ça, peut-être c'est un peu mal fait, ça, peut-être machin. Mais en fait, comme tout est extrêmement radical, bon déjà ça aide énormément, mais comme tout est vraiment tellement bien fait, tellement beau, tellement magnifique, c'est encore une fois, c'est incroyable. Et du coup, je l'ai vu avec un ami qui est pas trop habitué, enfin qui a pas vu beaucoup de films récemment dans l'année, et qui m'a dit, enfin, on a noté en fait des points, voilà, des points contentieux, je pense, des points de ah c'est possible que ça plaise pas à tout le monde, j'ai envie de dire. Ce côté très où en fait, je mentionnais au début de live, mais en gros à un moment il est parti pisser et quand il est revenu il m'a dit putain c'est dur de rentrer dedans. Enfin vraiment c'est dur de re-rentrer dedans. C'est clairement un film pour moi aussi, c'est pour ça que c'est pour moi un film vraiment à voir en salle, c'est que en gros pour moi c'est impossible de voir ce film là
et de... Merci beaucoup Inspecteur Xavier pour le sub, merci énormément. Mais pour moi c'est impossible de voir ce film là et de mettre pause à un moment. Donc c'est pour ça que pour moi il faut le voir en salle, parce que ne serait-ce que la possibilité de mettre pause pour se dire attends il s'est passé quand même beaucoup de choses va tuer le film. C'est-à-dire que clairement pour moi il faut voir en salle, faut vraiment le voir là-bas. Et beaucoup de gens mentionnent dans le chat la scène des vélos. La scène des vélos qui est incroyable et qui m'a encore fait rire. Alors que je savais toutes les punchlines, hein, mais juste le jeu de l'acte. Bref, tout est génial dans la scène des vélos. Et globalement, ce que je trouve absolument fou, c'est que même l'explication de comment ça marche le changement dans le temps, comment ça marche ce côté, on passe d'une époque à l'autre, etc. Et les conséquences que ça a, comment on modifie le passé, tout ça, c'est exploré dans cette scène-là, qui est une scène très drôle, une micro-scène qui dure 10 secondes, c'est tout. Et l'exploration de pourquoi, ça voilà, micro-spoil, mais c'est rien, hein. Pourquoi, comment ça se fait que les personnes voyagent 20 ans dans le futur, tout ça, 20 ans dans le passé, c'est expliqué de la façon de ah bah je pense c'est dû aux produits chimiques, et quelqu'un qui dit je pense pas que ce soit très scientifique comme explication, et l'autre qui dit mais c'est la meilleure explication qu'un gamin de 3ème peut te donner. Et je veux dire, tout est là-dedans. Tout est là-dedans, dans ce côté très... Oui, d'accord, c'est pas très scientifique, mais c'est la meilleure explication qu'on peut te donner. Et je veux dire, tout y passe. Enfin, vraiment, toutes les blagues y passent. Pendant ce temps, Nolan passe 50 ans à expliquer que ça va à l'endroit, ça va à l'envers. Je veux dire, au bout d'un moment, voilà, au bout d'un moment, moi, je veux plus de films comme Escape from the 21st Century qui vont moins se casser le cul à dire... à expliquer leur mantra, à expliquer leur lore, etc. Et à plus te mettre dans l'intrigue, te plonger dedans. Enfin, vraiment, clairement, pour moi, c'est, je le dis, hein, c'est le film de l'année, mais c'est même, je pense, en passe de devenir un de mes films préférés. Parce que clairement, il se passe tellement de choses dans le film, enfin, clairement. Et d'ailleurs, le film a coûté, de ce que j'ai pu me renseigner, parce que c'est assez compliqué de trouver le budget du film, de ce que j'ai pu voir, il a coûté à peu près 12 millions de dollars. Ridicule pour un tel budget. Ça a été un micro-bid en Chine. Parce que voilà, d'ailleurs ça faisait partie de la présentation que j'ai eue au cinéma de Montreuil du coup au Méliès, c'est que en gros globalement il y a deux types de films qui viennent de Chine. Si on devait caricaturer, il y a les blockbusters qui sont vraiment des gros films. Ah putain, comment ça s'appelle, Rise of the Kingdom, là, machin, je sais plus exactement. Il y avait une grosse saga comme ça qui était sortie récemment. Ninja 2 également, on pense à ça, qui sont vraiment des gros blockbusters et qui sont basés sur des grandes légendes chinoises pour vraiment, enfin, un peu comme nous avec Monte Cristo ou des trucs du genre, quoi. Et mais en fait, le présentateur nous le présentait comme ça, il disait il y a toujours un petit peu l'ombre du parti derrière, et on sent que c'est plus des films un peu propagandistes bizarres. Et à côté, il y a les films indépendants, type, je sais pas, plutôt dans l'année, il y avait Black Dog qui était vraiment super et qui sont un petit peu plus à part. Peut-être les Trois Royaumes, je sais plus exactement. Je crois que c'était Rise of the King, bref, je sais plus exactement. Mais en tout cas, là, pour le coup, c'est une sorte de film un petit peu du milieu parce qu'il y a quand même un sacré budget, hein, 10 millions, c'est pas rien. Et il y a quand même ce côté blockbuster, hein, constant. Mais c'est tellement punk, genre vraiment, c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire que je pense, c'est vraiment pas un film propagandiste, vraiment, enfin je ne vois pas comment c'est possible de penser que ce soit ça, et clairement c'est tellement punk dans ce que ça essaie de faire, dans tout ce que ça fait, dans l'intrigue, dans ces personnages, dans comment ces personnages sont explorés, c'est clairement dingue, enfin pour moi, je ne comprends pas comment ce film peut exister, comment ce film peut avoir cette forme-là, et comment ça peut avoir du succès. Déjà sur moi ça à la limite je peux comprendre parce que c'est que des références qui me sont propres. Il y a du même on peut dire qu'il y a du Anno par moment parce qu'il y a des côtés un peu Cutie Honey, enfin c'est une adaptation live de Cutie Honey, des trucs du genre. On peut dire qu'il y a plein de trucs comme ça qui sont de l'ordre des références au grand cinéma ricain, au grand cinéma. Enfin, il y a des plans demi-bonnettes. À partir de ce moment-là, moi, je ne peux qu'apprécier. Notamment, il y a une scène dans l'hôpital où il y a des plans demi-bonnettes que j'ai adoré. Il y a des références, j'ai l'impression également à du Ciné Lumet, qui est un de mes réels préférés. Donc, toutes les références sont censées être calibrées pour me parler que à moi. Mais ça parle à des gens qui, je sais pas, adorent les films vraiment naturalistes, que moi j'adore aussi, mais qui sont moins dans mon cœur. Ça parle à tellement de gens, enfin je sais pas quoi. Il y a même une petite critique sur le travail et le système de santé, mais oui, enfin il y a des critiques sur tout, sur c'est quoi les priorités, c'est comment on tombe dans les bas-fonds dans les bas-fonds vraiment et dans l'illégalité particulièrement du travail, comment on tombe du travail illégal.
Enfin, vraiment, quoi. Oui, il y a des rapports avec Everything Everywhere All At Once, RRR, tout ce qui est Bollywood également. Je pense que voilà, si on n'est pas très habitué à du Bollywood, je pense que ça peut être un peu dur de rentrer dedans. Je pense que voilà, le film n'est pas fait pour tout le monde, ça c'est sûr et certain. Mais de voir qu'il y a autant de monde qui sont vraiment très larges, qui adorent le film, ça me donne tellement espoir, les gens. Vous pouvez pas savoir. À ce point-là, c'est assez fou, quoi. Et globalement, enfin, il y a vraiment ce truc où, même d'un point de vue narratif de ce que ça essaye de dire, ça essaie de parler de cette candeur de la jeunesse et de ce côté ah j'espère que tout sera bien, que tout sera mieux quand on sera grand. Et en fait quand on est grand, le monde d'adulte est assez désespérant par endroits. Et ça c'est magnifique, moi j'adore ce côté très candide, assez fou hein, là-dessus de ce côté ultra, comment dire, ultra naïf, ouais, candide de la chose. Et je ne peux qu'apprécier. Et pour moi c'est un chef-d'œuvre aussi dans ce que ça essaye de dire. Dans tout ce que la légende raconte, que même le Dalai Lama a aimé, mais oui, mais même dans ce que ça essaie de raconter sur ce côté très est-ce qu'on est finito, est-ce que tout va bien se passer, est-ce qu'on est condamné à faire le mal, qu'est-ce que le mal, comment le mal existe, des trucs du genre. Moi je trouve que c'est vraiment brillantissime, vraiment dans tout ce que ça fait. Et je vous dis, c'est vraiment, enfin je vais pas manquer de superlatifs pour parler de Escape from the 21st Century. Je pense que c'est vraiment le film de l'année et je pense qu'il n'y a rien qui pourra le dépasser, clairement. Pour l'instant, moi, l'année, il y avait des excellents films. Vraiment un peu partout. Il y avait Amélie et la métaphysique des tubes, Indomptable, Reflet dans un diamant mort. Je sais pas, même là, après, je vais parler du Roi Soleil que j'ai beaucoup aimé. Enfin, vraiment, il y a des très bons films. Mais je pense qu'aucun ne pourra dépasser Escape from the 21st Century parce que vraiment, c'est un objet. Enfin, il y a un côté un peu ovni, clairement. Et je suis très content qu'ils sortent en salle. Parce qu'aux États-Unis ils ont moins cette chance-là. Hein. Je sais qu'il y avait Yanis qui vit à Montréal qui dit ça. Oui, voilà, Sirat fera probablement super chouette, super bien. J'ai hâte de le voir, hein, bien sûr. Ça sort le 10 septembre, je crois. Mais bon, le 10 septembre, je serai occupé. Mais clairement, pour moi, là, je pense pas qu'il y ait quelque chose qui le dépasse cette année. Quoi, clairement, je pense vraiment pas. Et je pense que là, clairement, on est sur quelque chose où, encore une fois, on a de la chance de le voir chez nous en salle et de le voir au cinéma. Et j'invite vraiment les gens à aller le voir au cinéma. Parce que vraiment, aux États-Unis il est sorti directement sur VOD, je crois sur Mubi, si je ne me trompe pas. J'imagine au Canada, c'est pareil. Et globalement c'est tellement dommage parce que pour moi c'est un film à vivre en salle. C'est encore une fois c'est un film où il faut jamais avoir cette volonté de mettre pause. Il faut toujours se dire je vais regarder le film et je vais être concentré sur le film. Enfin c'est clairement pour moi il y a pas c'est vraiment il faut le regarder, il faut te concentrer devant tout ce qu'il y a à l'écran. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'écran, mais il faut aussi se laisser prendre par le film et comment ça parle de travail. Enfin bref, tout est magnifique dans le film. Et je vous le dis, même là, en reparlant, j'ai envie de le revoir. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que même là, juste en reparlant comme ça, tranquillement, j'ai envie de le revoir une troisième fois en salle au cinéma. Peut-être avec quelqu'un d'autre, je sais pas. Mais pour moi, c'est absolument dingue, quoi. Donc voilà, et c'est... Encore une fois, je vous remets le tweet de Charib de Distribution, qui, je veux dire, encore une fois, un Charib Distribution, 3 films distribués, ils ont distribué un film de vampire zombie bizarre que j'ai pas encore vu. Ce film-là, et Hundred of Beavers, qui était déjà dans mon top de l'année également de l'année dernière. Donc clairement, ils ont le nez, vraiment le nez pour dénicher les bons ovnis, les bons films là. Et c'est clairement pour moi un très grand cru. Et il faut vraiment tous que vous alliez voir Escape from the 21st Century. Les premiers, d'ailleurs voilà, c'est quand même ce truc, c'est que c'est leur première sortie nationale. Ils ont sorti Hundred of Beavers, mais c'était une sortie bizarre que sur Paris, je crois. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, hein, les premiers jours pour un film comme ça sont fatidiques. C'est-à-dire qu'on ne sait pas là actuellement si y aura une deuxième semaine, si le film sera disponible plus tard. Donc clairement, pour moi, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de monde qui aille voir le film. Il le mérite, vraiment. Je suis pas dans la prétention de tel film mérite pas, tout ça. Mais clairement, ce film-là, Escape from the 21st Century, mérite toute votre attention. Je le vends de manière très large et j'ai l'impression aussi très bizarre. Mais en même temps, j'ai quand même l'impression que c'est un grand film et que c'est un grand film de cette année.
Donc voilà, et essayez même de, si jamais le film passe pas par chez vous, essayez d'appeler, si vous avez la prétention, hein, bien sûr, d'aller appeler des gens pour dire ah oui, est-ce que c'est possible de diffuser ce film-là? Franchement, il est très chouette. Ça peut peser dans la balance. À Lille, il est que dans une salle un peu pourrie, dommage. Alors, d'après le graphique ici, il est dans le Majestic ou au Kinépolis. Au Kinépolis l'homme. Donc voilà. Après, ça se trouve, c'est peut-être les horaires qui sont un peu dégueulasses. Voilà, mais en tout cas, si vous avez la chance d'avoir la possibilité de pouvoir aller le voir, foncez, vraiment foncez tous les jours, j'ai envie de dire. Et vraiment, enfin, je le dis comme ça parce que voilà, c'est un film qui m'a beaucoup touché, hein, mais même s'il y a genre, je sais pas, 1 heure de route pour y aller, foncez vraiment, ça vaut le coup. Parce que certes, le film il dure 1 h 30 et on a envie d'en voir plus presque, mais en même temps, il dure la durée parfaite, je trouve. Et clairement, pour moi, il faut aller le voir, quoi. Il faut vraiment aller le voir. J'ai presque envie d'aller à Romans-sur-Isère pour le voir. C'est dire, mais fonce, vraiment fonce à Romans-sur-Isère, au Ciné Lumière, visiblement. Parce que pour moi, il mérite tout ça, il mérite toute l'attention qu'il peut y avoir. Moi, je pense que je le reverrai peut-être à Marseille, hein, quand je serai sur Marseille. Donc clairement, il faut aller le voir. Et voilà, si vous n'avez pas la possibilité de le voir, vraiment que c'est trop compliqué, je crois pas qu'il y ait de salle en Outre-mer ici, donc c'est un petit peu dommage. Mais clairement, rattrapez-le. Alors, il est déjà disponible ailleurs, en ligne, etc. Mais vraiment, encore une fois, je sais que moi je sais que parfois il y a des films qui sortent en salle et que en vrai, bon bah il est dispo en ligne, il est dispo en ligne, quoi. C'est-à-dire que voilà, je vais le voir comme ça chez moi. Mais là, clairement, je pense que c'est un film où il faut vraiment aller le voir en salle. Sinon, on loupe beaucoup de choses. Et voilà, et clairement pour moi il faut de fou le soutenir aussi, de fou soutenir cette initiative là. Clairement pour moi il faut soutenir ce genre de film là, et c'est rare que j'insiste autant là-dessus. Donc voilà, c'est désolé, je passe beaucoup de temps là-dessus, mais il faut vraiment soutenir Escape from the 21st Century, parce que moi je veux voir plus de films comme ça, et je veux voir plus de films comme ça distribués en France, hein. Clairement. Mais bref, autre distribution d'ailleurs, alors je ne l'ai pas vu, je précise, hein, je ne l'ai pas vu, mais autre distribution également à soutenir, c'est la distribution du coup de À toute épreuve Hardboiled de John Woo, qui ressort en salle nationalement actuellement. Voilà, allez le voir, hein, clairement, parce que c'est un gros film d'action. Moi je sais que c'est un des gros crus de John Woo. John Woo, je me demande si je crois que j'ai vu un autre film de lui, et Mission Impossible 2 évidemment, mais clairement moi je vais le rattraper là, je pense ce week-end ou peut-être avant, je sais pas, mais ou peut-être un petit peu après, mais clairement pour moi il faut aller le voir, quoi. S'il est aussi bien, pourquoi il n'est pas mieux distribué? C'est nul. Bah, malheureusement c'est un petit film, et il faut savoir que Charib de distribution, c'est plus ou moins construit uniquement pour distribuer Escape from the 21st Century. Donc c'est clairement un truc où pour moi c'est là où il faut le saluer. C'est-à-dire que si on regarde à propos, ça a été créé en 2024. Donc clairement c'est un petit truc, Charib de distribution. Moi je les soutiens énormément dans ce qu'ils font. Et clairement pour moi il faut vraiment, enfin voilà, c'est un petit gars. Regardez-moi ce petit type, il est vraiment, il a juste envie que vous alliez voir son petit film. Et regardez les films qu'ils ont distribués, ils ont distribué 3 films. C'est vraiment 4 films, pardon. Donc vraiment, c'est pour moi il faut vraiment les soutenir, parce que c'est des petits gars, et globalement de ce que j'ai compris, c'est vraiment, ça a été fondé pour distribuer exclusivement, j'ai envie de dire, Escape from the 21st Century. C'est ça qui est fou. Ramenez-le sur la chaîne, mais j'essaierai de le contacter, Maxime Durand. Déjà pour le remercier, vraiment pour le remercier. Donc voilà, quoi. Mais globalement, du coup, pardon, à toute épreuve, moi de ce que j'ai compris, c'était un chef-d'œuvre. Je l'ai pas vu. Va falloir que je le voie. Chow Yun-fat, Tony Leung, deux grands monstres du cinéma hongkongais. Et clairement, d'ailleurs, il y aura aussi une ressortie du coup de la trilogie Le Syndicat du Crime, qui est vraiment super chouette, de ce que j'ai compris aussi, parce que voilà, encore une fois, moi John Woo, j'ai pas beaucoup vu, mais Hardboiled, je vais le rattraper. Je fais un petit peu la promo parce que quand même, il faut aller le voir également, Hardboiled. Il faut soutenir ce genre de restauration là, belle restauration. Enfin vraiment, voilà, quoi. Merci pour la reco du film Escape from the 21st Century. Jamais vu une narration comme ça. Mais oui, mais voilà, satisfait ou remboursé, les gens. Enfin vraiment, clairement. Voilà, grosse ressortie autour de Hardboiled. Allez le voir, allez soutenir ça. Que ça aille sur une deuxième semaine peut-être pour une ressortie comme ça. Généralement, ça dure qu'une seule semaine, hein, des ressorties du genre. Donc clairement, allez le voir. Et voilà. Sur ce, on va passer au film mid. Non, je plaisante. Après, un petit peu mid quand même, hein. Code Stealing, du coup, le nouveau film de Darren Aronofsky, qui nous avait gracié notamment de Requiem for a Dream. Pi? C'était lui, Pi?
ou je confonds, je sais plus trop. Mais également, bien sûr, plus récemment, Black Swan et The Whale également, qui était son tout dernier film juste avant. Donc quand même un gros monsieur hein, tout de même Darren Aronofsky. Ça a parlé de Blade Runner? Non. Pourquoi? Il y a une actu Blade Runner? Je sais pas. Mais en tout cas, Caught Stealing, du coup, pris au piège en français, raconte l'histoire donc d'un monsieur qui est joué par Austin Butler. Je ne sais plus exactement le nom du personnage, qui en fait son voisin, qui est une sorte de punk anglais. Mother aussi, c'est vrai, Mother, mais Mother de Darren Aronofsky, pas celui de Bong Joon-ho. Donc du coup, ça raconte l'histoire d'un monsieur qui, en fait, son voisin de palier, qui est une sorte de punk anglais joué par Matt Smith, va partir en Grande-Bretagne parce que son père est malheureusement a subi un AVC. Et du coup, il lui dit, bon ben, garde mon chien pendant que t'es là. Et puis voilà. Il se trouve que en fait, ce type-là a des soucis avec la mafia, a des soucis également avec un duo de juifs orthodoxes, a des soucis avec plein de gens. Et donc ça appartient en fait globalement, et ça rentre très rapidement là-dedans, dans le genre du... ce mec qui n'a absolument rien demandé, qui se retrouve embrigadé dans des sombres histoires à cause de malchance, à cause de problèmes, etc. Et c'est jamais vraiment de sa faute, et puis voilà. Donc voilà. Moi j'adore, j'aime énormément les films comme ça où en fait ça tourne autour d'une personne qui n'a absolument rien demandé, qui se fait vraiment embrigader dans plein de sauces à droite à gauche et tout. J'adore, j'aime beaucoup ça. Je crois que j'en avais déjà parlé d'ailleurs dans les films que j'avais recommandés, en mode j'avais recommandé des films pendant la canicule. Je sais plus quel film j'avais recommandé qui était comme ça. Qui appartenait à ce genre. Non, c'était le film putain. C'est non, c'est genre After Hours. Alors il y a After Hours, Uncut James, tout ça, ça oui. Mais c'était putain, le film australien, film australien qui se passe avec un prof également. Enfin voilà. Et globalement voilà, j'adore les films comme ça où t'as vraiment juste un personnage qui, en fait, à cause de mauvaises chances, à cause de problèmes, et jamais vraiment de sa faute, se fait prendre à droite à gauche par des histoires de mafia dans lesquelles il est absolument pas. J'aime énormément ce genre de film-là. Le problème que j'aurais avec Caught Stealing, qui appartient clairement à ce genre de film-là, c'est que en vrai ça va pas suffisamment assez loin. C'est à dire que moi j'adore moi dans After Hours, dans Uncut James, dans du coup le film, faut que je retrouve juste le nom du film australien qui se passe sous la chaleur, qui est du coup Réveil dans la terreur, donc c'est Wake in Fright, pardon. Dans Wake in Fright également il y a beaucoup de ça. Le truc c'est que ça va suffisamment loin et que c'est suffisamment maîtrisé pour qu'il y ait vraiment beaucoup de choses qui... Voilà, Wake in Fright, merci beaucoup Schninkel. Mais, et c'est suffisamment maîtrisé pour qu'en fait, on ne perde jamais l'attention. Et là, le souci que j'ai avec Caught Stealing, c'est que vraiment, ça m'a perdu au milieu. Et je me suis dit... en fait, je comprenais pas pourquoi les plans étaient faits de la manière dont ils étaient faits. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il est vraiment en pilote automatique, globalement, et qu'il n'y a pas de tension, en fait, tout du long. C'est-à-dire que au bout d'un moment, je sais pas s'il va s'en sortir, s'il va pas s'en sortir, mais j'en ai un peu rien à foutre du personnage, alors que d'habitude, je veux dire, dans After Hours, comme c'est un monsieur tout le monde et qu'il a vraiment très très peu de chance et que tout se passe en plus sur 24 heures, que c'est très très resserré, en fait on s'attache énormément à lui. Là en fait dans Caught Stealing, le problème que j'aurais, c'est que déjà ça se passe sur genre une semaine, avec finalement pas tant de folie que ça. C'est-à-dire qu'en fait, le problème que j'ai, c'est que le film se veut totalement foufou, totalement dingue. Et en fait, ça ne l'est pas tant que ça. C'est-à-dire qu'au final, les personnages, tu les revois très souvent et t'as l'impression qu'il y a une dizaine de personnages dans tout ça. Alors qu'en vrai, si ça se passe sur une semaine, ça mériterait d'avoir au moins une trentaine et que ça soit vraiment extrêmement choral et qu'il y ait beaucoup de choses qui se passent et qu'il y ait même des personnages qui soient en guise de caméo. Mais en fait, là, le problème qu'il y a, c'est que tous les personnages sont utiles. Tous les personnages où même tu te dis, bon, celui-là, il va apparaître dans un coin et en fait ne jamais revenir. En fait, il revient 5 fois dedans. Et clairement, pour moi c'est ça qui m'a dérangé. C'est que, en vrai, c'est vraiment, on est dans un culte actuellement, je trouve, au cinéma hollywoodien particulièrement, de tout doit être utile, tout doit être utilitaire. Sinon les gens décrochent, j'ai l'impression. Alors que, et en vrai, je pense que ça a à voir beaucoup avec le fait qu'aujourd'hui, beaucoup des réalisateurs modernes
Je crois que Darren Aronofsky n'a jamais rien fait pour les plateformes, mais beaucoup de réalisateurs modernes en fait sont passés par les plateformes. Et en fait sur les plateformes il faut constamment répéter les choses et répéter les personnages et revoir les personnages 50 fois, un peu comme dans l'ordre comme dans les séries, hein. Typiquement dans les séries c'est beaucoup ça. Dans les séries t'as beaucoup ce truc où les personnages reviennent 5 fois, 6 fois parce que t'es un petit peu attaché à eux et puis voilà. Sauf que là en fait on n'est pas trop attaché au personnage principal je trouve. Et vraiment je pense que c'est vraiment un film, j'ai l'impression que c'est un film qui a été fait pour être un gros film de plateforme. Et je vois pas trop ce que ça fout au cinéma. Parce que clairement, pour moi, il y a... c'est nul, quoi. Enfin, c'est pas nul. Il y a des plans sympas, il y a des trucs sympas. Ce plan-là, typiquement, qui est mis dans la bande-annonce, là. Ce plan-là, sorte de traversée de travelling avant, entre deux buildings à New York et tout. Très bien fait. Il y a des plans cool, il y a des idées cool, il y a des scènes sympas. Moi, quand je regarde un film, je veux pas voir des scènes, je veux voir un film complet avec beaucoup de choses qui se passent. Et clairement, pour moi, ça, c'est pas le cas. C'est-à-dire que clairement, pour moi, Cop Stealing, là, c'est vraiment un film où en soi, comment ça, je vois pas trop ce que ça fait au cinéma. Bah, comparé au film de Michou. non, mais en gros, je trouve que c'est vraiment, ça a une patte de film de plateforme. Alors que c'est diffusé au cinéma. Alors déjà, visuellement, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui soit vraiment très beau. Genre, je trouve la photo vraiment quelconque. Vraiment, on dirait une photo, on dirait, je sais pas, que ça a été éclairé à l'iPhone, je sais pas, mais clairement, pour moi, c'est vraiment pas très beau. En termes de rythme, je trouve qu'il y a des scènes où clairement, ça ne sait pas. Enfin, je trouve que le film est très mal monté par moments. Je trouve que le film vraiment, il y a des moments, notamment, c'était une réflexion que je me suis fait devant une scène, c'était cette scène-là. Pour ceux qui ont vu le film, du coup. Cette scène-là, du coup, c'est une scène de course-poursuite assez, voilà, où je me suis dit, putain, enfin une scène d'action, quand même, dans ce film. Une scène d'action où ça rend les coups, j'ai envie de dire. Et là, clairement, pour moi, il y avait un souci. Le souci, c'est qu'il y a ce plan-là qui est très long, alors que toute la scène d'action est très rapide et que c'est surcuté. Et en fait, j'ai l'impression qu'il s'est dit, putain, c'est mon money shot qui va être dans la bande-annonce parce que c'est un gros plan qui nous a demandé du temps avec des drones ou je sais pas quoi, comment ça s'est passé, ou une grue ou je sais pas quoi. Et clairement, pour moi, c'est un plan qui est raté dans l'intrigue. C'est-à-dire que pour moi, du coup, ce moment-là, il est trop lent comparé à toute la scène qui est trop rapide. Et je trouve qu'il y a trop de soucis de rythme, vraiment assez aberrants devant le film. Et qui, moi, m'ont personnellement très gêné, enfin vraiment immensément gêné. Et je trouve qu'il y a un gros souci global de rythme dans ce film. Et encore une fois, quand tu essayes de faire un film plutôt foufou, avec encore une fois, je veux dire, il y a des idées sympas. Notamment, l'idée principale, c'est que le personnage principal, du coup, comme dans beaucoup de films comme ça, le personnage principal semble être un no-name. Merci beaucoup, Exorama, merci beaucoup pour le sub, ça fait beaucoup plaisir. C'est surécrit, surligné. Oui, non, mais clairement, ça, c'est un gros souci aussi. C'est qu'il y a beaucoup trop de dialogue, trop explicite. Et deux soucis que je noterai, c'est que le film fait plutôt rire. Il y a des scènes sympas, notamment la scène avec les juifs orthodoxes, est vraiment très chouette. Cette scène-là, spécifiquement, elle est vraiment très chouette. Et il y a des scènes, voilà, il y a des scènes drôles au milieu, j'ai envie de dire, il y a des scènes sympas. Mais en fait, moi, j'aurais deux trucs, c'est que deux remarques. Premièrement, comme dans tout film où c'est à la base un type qui, on dirait un monsieur tout le monde, tout ça, en fait, soit il a des traumatismes, soit il a des skills, des compétences qui en fait font que en vrai c'est pas juste un monsieur tout le monde comme les autres et qu'en fait il y a des trucs qu'il a appris parce que machin, tout ça. Et ça c'est un truc qui est plutôt rigolo, c'est qu'en fait on comprend assez rapidement que le personnage du coup d'Austin Butler ne tue personne. Il y a énormément de morts dans le film mais le personnage principal ne tue personne. Ce qui est plutôt, voilà, je veux dire, pourquoi pas, tu as une règle comme ça que tu t'imposes, pourquoi pas. Et donc en fait les plans rigoureux de la part du personnage seront faits de telle sorte à ce que d'autres personnages tuent d'autres personnages et s'entretuent. Ou alors que ça soit, je sais pas, des accidents, des trucs du genre, que ça soit pas lui directement qui appuie sur la détente, j'ai envie de dire. Et ça, c'est un truc rigolo. Et ça donne lieu à des plans vraiment très drôles, enfin voilà. Et c'est un aspect que je trouve plutôt intéressant, qui est pas si exploré que ça d'ailleurs, mais qui est plutôt intéressant. Par contre, un autre souci que j'aurais, c'est que ça disait est-ce que c'est surécrit, surligné. Dans un film comme ça, qui se veut justement encore une fois dans ce genre-là, alors je sais pas si ça se veut dans ce genre-là, mais en tout cas je l'associe beaucoup à d'autres films dans ce genre-là, dans ce genre le mec qui a rien demandé et qui se retrouve dans des situations barrées sans le vouloir, etc.
généralement, t'as pas le temps de caler des running gags. Là, il y en a tellement. Enfin, vraiment, il y a énormément de running gags, énormément de scènes qui reviennent par rapport à des trucs de dialogue qui reviennent, des sortes de réminiscences de dialogue qu'il y avait précédemment, qui vont d'ailleurs un peu nulle part. Enfin, je trouve que ça va un peu nulle part. Et je trouve que, personnellement, c'est un peu une sorte de défaut. Parce que, en vrai, t'es pas censé avoir le temps de faire ça. T'es pas censé pouvoir faire ça dans un film comme ça. Et c'est quand même une marque qu'il y a un petit souci à l'intérieur si t'arrives à avoir ce genre de truc là de running gag. Typiquement, voilà, il y a des moments où le personnage principal donne des coups de poing et se rend compte qu'il a de la force, et après ça revient, et il y a énormément, en fait c'est pas qu'il y a que les running gags reviennent souvent, parce qu'à la limite qu'il y ait genre un running gag qui revienne tout le temps, ça c'est logique, mais il y en a genre 4-5. Genre vraiment, il y a un truc avec la force, il y a un truc par rapport au baseball, aux Giants également, et les Giants et les Mets, tout ça. Il y a un truc par rapport à sa copine qui dit t'as mon numéro, des trucs du genre, et il y a vraiment beaucoup de choses comme ça. Donc perso, c'est dans le même genre de film comme ça, avec beaucoup de comiques de répétition. Il y a Big Lebowski et ça marche beaucoup. Ouais, mais là en fait, comme c'est pas exploré et que c'est vraiment, en fait ça se répète très peu, mais ça se répète, mais il y en a beaucoup. C'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de running gags qui se répètent très peu. Vraiment qui se répètent genre 2 fois max, c'est tout. Et sinon, c'est vraiment un truc où c'est... Enfin, j'aurais préféré que genre, allez, 2-3 running gags qui se répètent plein de fois. Ça, à la limite, j'aurais compris et t'aurais été à bout de ta formule, quoi. Mais clairement, pour moi, là, ça ne fonctionne pas. Et pour moi, c'est pas un film qui fonctionne en tant que tel. Et je trouve qu'il y a un problème, je pense qu'il y a un problème de montage. Il y a un problème de... Peut-être pas à la base du projet, je pense que la base du projet est peut-être bonne, hein, parce que des gens disaient dans le chat là tout à l'heure, je vois pas le rapport avec Aronofsky, au vu du trailer, au vu du pitch, tout ça, je vois pas le rapport. Je comprends aussi. Mais je pense quand même que il y a quand même ce côté où peut-être qu'à la base du projet, il y avait un truc qui aurait pu fonctionner. Mais que clairement ça s'est un petit peu perdu. J'ai quand même vraiment cette impression d'un film qui s'est vraiment perdu. Et j'avais enchaîné du coup dans ma journée, donc je me suis réveillé le matin, je suis allé voir Couch Stealing, et je me suis dit bon, pas terrible et tout, ça se trouve je vais voir que des films mid, et le soir j'allais voir Escape from the 21st avec un ami, et je me suis dit bon, j'enchaîne sur Le Roi Soleil. Allez, la bande-annonce est plutôt cool, il y avait des plutôt bons retours à Cannes, mais pas génial, c'était une séance de minuit, donc c'est généralement des films un petit peu oubliés, hein, ce genre de film là. Et c'est vraiment un truc où je me dis, bon, allez, c'est par le réalisateur des Magnétiques, j'en entendais du bien, les Magnétiques, donc pourquoi pas. Et je me dis, bon, allez, voyons voir ça. Et ben, il est bien rentré dans mon top, ce film-là, parce que clairement, j'ai été vraiment assez choqué par le film. Alors, du coup, pour info, c'est un film qui se passe, du coup... Alors, c'est pas un huis clos, totalement, parce que ça sort parfois du huis clos. Au départ, je pensais que c'était un truc bizarre, mais en fait, non. En fait, ça se passe du coup principalement dans un bar qui s'appelle du coup Le Roi Soleil, d'où le nom, avec du coup quelqu'un, un petit vieux, qui a gagné au loto, qui a gagné du coup quasiment 300 millions, je crois 294 millions si je me trompe pas, parce que c'est répété plusieurs fois, hein, il y a aussi beaucoup de répétitions dans le film. Il a gagné du coup 294 millions au loto, et malencontreusement, à cause d'un gros accident, il meurt. Enfin voilà, il se fait tuer par quelqu'un qui a volé l'arme d'un policier. Voilà, il y avait 2 flics également là-bas. En fait, globalement, le bar, il y a 2 flics, 2 personnes qui n'ont rien à voir, 2 personnes au bar, un mec qui arrive là, qui visiblement était en dessoulé, etc. Et qui arrive et qui prend le flingue, tire sur le type sans faire exprès, et puis voilà. Je spoil rien, c'est dans la bande-annonce. C'est vraiment très rapide. Et en fait, à partir de ce moment-là, où on comprend du coup que l'intrigue va tourner autour du fait de qu'est-ce qui va se passer autour de ce billet, de ce billet, qu'est-ce qui va se passer avec ce ticket de loto, comment est-ce qu'ils vont choisir de le départager, qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. À partir de ce moment-là, il se passe des choses très spéciales dans le film que je peux pas trop décrire, sans trop revenir dans du spoil, etc. Mais globalement, c'est là aussi où ça appartient un petit peu au même genre du film que Couch Stealing, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont, en fait, il va y avoir des péripéties, c'est des films à péripéties, qui vont en fait rentrer à l'intérieur du film, et où, en fait, globalement, il va se passer énormément de choses. Mais en fait, là où le film est très malin, c'est qu'en fait, au lieu de te raconter les choses qui vont se passer, ça ne fait qu'explorer les possibilités de ce qui pourrait se passer. Et c'est là où je trouve le film vraiment génial. Je peux pas trop en dire là-dessus. Je vais essayer de vous en dire sans trop en dire. À un moment, en fait, il s'imagine des plans de qu'est-ce qui pourrait se passer
si le plan marche. Donc ils inventent une histoire avec quelqu'un d'autre qui arrive, etc. Des trucs du genre. Ils inventent des trucs, ils se disent qui serait du coup vivant là-dedans, parce que du coup il y a d'autres personnes qui meurent progressivement dans le film, sans trop en dire encore une fois. Je vais pas dire qui meurt dans quel ordre, tout ça, c'est ça qui est intéressant. C'est Fianso qu'on voit qui est excellent dans le film, clairement. Alors tous les acteurs sont excellents, hein, bien sûr, je vais revenir dessus. Et en fait, globalement, ils inventent une histoire, et en fait, tu les suis du coup si l'histoire fonctionne, on va dire. Et c'est ça, en fait, c'est ça que j'ai trouvé vraiment très percutant, c'est que c'est que des si l'histoire fonctionne, qu'est-ce qui va se passer? Quels seront les problèmes auxquels ils vont être confrontés, comment la mise en scène joue avec ça, et donc quelle histoire ils vont inventer, comment la mettre en scène, etc. Donc c'est que un film de mise en scène, ce qui est vraiment génial, et de mise en scène dans l'intrigue, hein, j'entends, ce qui est vraiment vraiment très percutant, et où qu'est-ce qui s'est passé spécifiquement pour chaque personnage, etc. Et moi ce que j'ai vraiment adoré, c'est que typiquement, je vais vous prendre un exemple. Ils s'imaginent du coup que le plan fonctionne. Ils sont construits un plan, tout ça, ils s'imaginent que le plan fonctionne. Et du coup, tu as le personnage de Fianso qui rentre et qui dit ah putain, dommage et tout, enfin voilà, tout ça. Il explique la situation à ses collègues flics, tout ça. Et t'as du coup un autre collègue qui arrive et qui dit putain, tu sais que il jouait tout le temps les mêmes numéros, le vieux là. Et donc du coup, ils sont en mode putain, il faut savoir est-ce qu'il joue tout le temps les mêmes numéros pour que ça soit plausible, que ça soit quelqu'un d'autre qui ait joué les mêmes numéros et que ça soit du coup notre ticket et pas le ticket du vieux qui vient de mourir. Que des trucs comme ça où en fait ça rentre dans des embranchements de qu'est-ce qui s'est passé en te l'illustrant par comment est-ce que ça pourrait mal se passer. Et alors, voilà, quelqu'un qui a dit par contre le filtre là, je trouve le film excellemment bien éclairé perso. Enfin vraiment, là vous voyez les scènes les plus tape à l'œil, j'ai envie de dire. Mais il y a des scènes vraiment d'une grande justesse au niveau de l'éclairage, au niveau de la direction photo, que je trouve vraiment super bien fait. Et clairement, pour moi, c'est super bien filmé. Et moi, ça m'a vraiment choqué parce que, autant. Et d'ailleurs, c'est un film qui, pour moi, commençait très mal. parce que, en fait, la première scène du film, ça passe pas. C'est-à-dire que la première. Sans trop spoiler, les deux premières scènes du film ont un peu rien à voir avec le film. Genre vraiment, les deux premières scènes du film ont rien à voir. Et en fait, rentrent dans des trucs fake deep dont le film n'avait absolument pas besoin. C'est-à-dire vraiment, pour moi, le film n'avait pas besoin de ces deux premières scènes. Je peux vous les dire parce qu'en vrai, enfin, faut passer ces deux premières scènes-là et après on rentre dans le cœur du film qui est beaucoup plus impressionnant en termes de structure, même de structure Rashomon, tout ça, ça j'y reviendrai. Mais les deux premières scènes du film, c'est en gros une scène qui se passe au 15e siècle, 16e siècle, je sais pas exactement, avec les Vénitiens qui viennent et qui inventent la française des jeux globalement, et qui disent ouais, le peuple a besoin d'espoir et donc il faut absolument que vous fassiez des grandes loteries qui permettra de renflouer les caisses de l'État, tout ça, pour leur donner de l'espoir, etc. C'est très mal filmé déjà, enfin c'est des champs contre champs où ça se voit qu'ils n'avaient pas de budget pour. Je trouve ça vraiment pas malin, j'étais en mode ok putain le film commence comme ça, je pensais que je m'étais trompé de salle même un petit peu pendant un temps avant que ça mentionne le truc, les loteries tout ça. Et je me suis dit putain c'est pas très bien, enfin clairement je me suis dit putain c'est pas bien, je sais pas, j'étais vraiment pas dedans, c'est pas mauvais non plus mais c'est pas bien. La deuxième scène du coup qui n'a absolument rien à voir, c'est une scène en gros avec un des types qui est dans le bar. Mais en soi, on s'en fout de son origine, j'ai envie de dire. On s'en fout de là d'où il vient, etc. Mais du coup, on explore d'où il vient. Et en fait, il se trouve que c'est un immense trader très cynique qui prend de la coke dans des chiottes et qui montre à un stagiaire ce qui se passe. Enfin, qui vraiment... En fait, c'est une scène fake deep, je trouve, avec le type qui dit... Alors... il y a une hiérarchie en fait des gens. Tout en haut il y a le roi, ensuite il y a la cour du roi, ensuite les nobles, puis la haute bourgeoisie, puis la moyenne bourgeoisie, puis la petite bourgeoisie, puis les gens normaux, etc. Enfin que des trucs comme ça. Et en fait tout le monde méprise les gens d'en bas et veulent la fortune des gens d'en haut, etc. Ils veulent la noblesse des gens d'en haut. Un truc comme ça qui est interminable, vraiment, et interminable de fake deep. Chiant et relou, vraiment, c'est vraiment interminable. Et c'est vraiment les moments où je me suis dit, putain, le film va là-dedans, c'est horrible. Et après ça, ces scènes-là, je pense en tout, ça dure peut-être 10-15 minutes en tout. Après ça, le film commence et est vraiment bien. Je vous jure qu'il est vraiment bien. Parce que vraiment, du coup, ça explore dans tout Paris en plus, enfin près de Versailles, hein, de ce que j'ai compris. Ça explore un petit peu tout ça et c'est vraiment très très bien fait.
Et comment la caméra se déplace également, c'est assez brillant. Enfin, ça fait penser même parfois, même s'il n'y a pas de demi-bonnette, ça fait penser parfois un peu à du De Palma. Il y a aussi, le film prend pas mal son temps par moment, c'est-à-dire que il y a vraiment une bonne gestion du temps et du rythme que je trouve vraiment assez fascinante. C'est très bien joué également. Alors Pio Marmaille qui est le premier nom à l'affiche. Alors pourtant c'est pas pour moi le premier rôle du film, hein. C'est plus Lucy Zhang qui joue du coup la petite serveuse du bar. Et clairement pour moi c'est vraiment très bien amené. Comment les personnages sont explorés. Effectivement, je l'ai dit du coup précédemment, il y a un effet Rashomon parce qu'en fait on va suivre l'événement mais de plusieurs points de vue, mais ouais, beaucoup comme dans Rashomon parce qu'on va revoir des événements qu'on a déjà vus avant, mais d'un autre point de vue, pas nécessairement comme dans, je sais pas, un film choral à la Magnolia parce que c'est aussi un film choral du coup, le Roi Soleil, mais clairement on va vraiment explorer, retourner dans le temps, jouer avec le temps, et je trouve que c'est vraiment très bien fait dans le Roi Soleil, qui clairement pour moi c'est assez brillant et c'est vraiment, et ça détourne jamais de ce côté brillant et ça détourne jamais de ce côté film bien fait. Moi je le rapprocherais beaucoup d'un film de casse, c'est à dire que les films de casse, les films de braqueurs, il y a toujours ce côté vraiment très rigoureux, très parfait, et là on rentre vraiment dedans, et en plus on rentre dedans par une mise en scène qui épouse ça, qui épouse ce côté où tout est parfait, où tout est bien fait, et où il n'y a pas de couac dans l'histoire, où il n'y a pas de petits détails qui manqueraient, et où en fait on va explorer tous les petits détails. Moi j'aurais adoré que ça aille dans des côtés vraiment beaucoup plus fantastiques, mais même les petites scènes qui rentrent dans ce côté, qui sont des sortes de pauses presque musicales, enfin presque, voilà, cette scène là typiquement qui je trouve est très belle avec du coup Maria de Medeiros, qui est vraiment géniale dans le film aussi, qui explore ce côté très qu'est-ce qui se passe avec ce personnage, enfin comment combler en fait à tout ce qui se passe. À un moment faut que ça s'arrête quoi, à un moment faut que ça s'arrête, et en fait c'est toujours ce truc de la fuite en avant en fait avec ce film là que j'ai vraiment adoré, où je trouve que c'est vraiment super bien fait. Donc voilà, faut endurer je trouve les deux premières scènes qui pour moi sont pas géniales. Il arrive à quel moment, bah au début du coup. mais en soi je veux dire, le film aurait pu juste s'appeler Le Roi Soleil, se passer dans un truc qui s'appelle Le Roi Soleil. On a la métaphore, c'est bon, on a la métaphore sur les puissants, sur le côté l'appât du gain, etc. Parce que ça, je veux dire, c'est évident, ce côté l'appât du gain, tout ça, incroyable, enfin vraiment, et c'est bien fait. Salut Nanachitos, merci beaucoup pour le sub. Et putain, quel beau message comme arrivé, c'est d'arriver, de subber, et puis voilà, c'est génial ça. Mais clairement, pour moi, le film aurait pu juste être s'appeler Le Roi Soleil. Et puis voilà, tu sais que c'est le Roi Soleil, et puis voilà. Mais clairement, pour moi, c'est une belle expérience. Et en fait, je sais que la structure m'avait beaucoup perturbé au départ, parce que je savais pas exactement où ça allait, mais quelque part, c'est bien que ça m'ait perturbé, parce que j'aurais détesté en fait que le film soit presque trop rigoureux. Je pense que justement, cet aspect où en fait la structure se lance sans t'annoncer qu'elle se lance. C'est ça que j'ai adoré, c'est-à-dire que souvent dans les films comme ça, aujourd'hui Rashomonesque, donc c'est-à-dire où on voit la même histoire vue de plusieurs points de vue, d'après le film Rashomon de Kurosawa, tout ça, qui était un des premiers à faire l'effet Rashomon. Souvent en fait on va la diviser en chapitres, c'était le cas dans le dernier duel, c'était le cas dans Weapons. Là en fait ça va jamais diviser en chapitres, ça fait qu'il y a un côté très imprévisible au film qui va vraiment te tenir en haleine, parce que tout le début du coup, à passer ces deux premières scènes absolument atroces, tout le début t'as vraiment ce côté où tu ne sais pas exactement où le film va, et en fait tu comprends au fur et à mesure du film, et en fait le film compte beaucoup sur l'intelligence du spectateur pour aller là où il va, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment ce côté où juste le film ne prend pas les gens pour des cons, et ça en 2025 j'adore. Enfin clairement j'adore, et pour moi ça rentre vraiment dans un côté très beau, très enfin, il y a vraiment quelque chose qui se passe, je trouve, dans la patte du film, qui rentre en plus, voilà, avec une photographie que je trouve très belle. Ça fait un peu parfois pub, genre, entre guillemets, pub qui veut faire cinéma, j'ai envie de dire, ou clipesque, ou je sais pas quoi. Mais ça rentre aussi dans le côté très poisseux, parce qu'il y a une couleur prédominante, c'est quand même beaucoup le vert. Le orange également, enfin il y a vraiment quelque chose de ça, et ça rentre dans un côté très poisseux et très on est dans la merde, et en fait faire ressentir la sueur par la photographie, j'ai envie de dire. C'est pas un film, je crois, avec un énorme budget, hein. Clairement, vu que c'est un huis clos dans une grosse majorité du film, c'est pas un film avec un très gros budget. Je sais pas exactement, voilà, 5 millions d'euros. C'est ridicule. Clairement, les gens, c'est ridicule. C'est à peine au-dessus de la moyenne de la production des films français, qui est de 4 millions, je crois. C'est ridicule avec autant de gros acteurs. Et d'ailleurs, voilà, les acteurs et les actrices sont exceptionnels. Alors, Panayotis Pasco, c'est pas celui qui m'a le plus touché, mais il est très bon dans le film. Mais le duo de flics, du coup, joué par Pio Marmaille et Sofiane Zermani,
incroyable. Enfin, tu ressens le côté inspiration de tout ce qui est, je sais pas, des training days, tout ça dans le côté où en fait enfin, ils sont pas corrompus, mais ils sont prêts à l'être face à une grosse somme, j'ai envie de dire. Ils sont prêts à être assez corrompus en se disant, bon, là c'est quand même une grosse somme, et en vrai, enfin, ils rationalisent leur corruption, qui est vraiment très très chouette. Lucy Zhang, du coup, qui joue la meuf du bar, la serveuse, qui est excellente dans le film, enfin vraiment qui est rigoureuse aussi dans son jeu. Enfin, tous les jeux sont extrêmement rigoureux aussi, et ça rentre vraiment dans ce côté-là, et c'est vraiment pour moi c'est un film vraiment, cette rigueur-là, elle m'a fasciné devant le film. Donc clairement pour moi c'est une bonne petite surprise, hein. Clairement je m'attendais vraiment pas à ça en voyant le film. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça aille dans ce côté-là. Et pour moi c'était vraiment vraiment génial, et j'invite vraiment à aller le voir. Je pense que c'est un petit film, voilà, c'est un film de petit malin, j'ai envie de dire. C'est ça aussi que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que c'est un film de petit malin. Et moi j'aime bien j'aime bien les petits malins, parce que je suis moi-même un petit malin. Et clairement pour moi c'est un bon film de petit malin qui vaut le coup, clairement. Et voilà quoi. On n'avait pas vu Lucy Zhang depuis les Olympiades. Je crois, ouais, c'est ça. Bah putain. En plus, elle me disait quelque chose, et après j'ai recherché, j'ai vu que c'était la meuf des Olympiades. Mais clairement, je crois qu'on l'avait vu vite fait. Ah oui, je l'avais vu dans Un métier sérieux, mais rapidement. Elle avait un tout petit rôle. Mais clairement, c'est tant mieux qu'elle commence un peu à percer, parce que clairement, elle est très 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 forte. Et elle est d'un naturel, et en plus je veux dire voilà, même parce qu'il y a un côté où il y a aussi des questionnements tout le long du film, parce que en gros du coup la serveuse lit Platon en grec ancien, tout ça, mais clairement c'est un film de pur fémis, promo 2009-2010, Cardona, Demangelo au scénar, Srab et Easy Tiger à la prod. Mais oui, enfin ça sent que c'est très fémis, parce que c'est très maîtrisé, c'est très bien fait, j'ai envie de dire, mais ça manque pas de cœur non plus. Donc ça sait super bien maîtriser également ses rythmes et ce que ça fait. Donc clairement pour moi c'est vraiment super chouette, et vraiment tout est bien fait. Et ouais, ce sous-texte là avec Platon, en fait moi j'aurais hurlé si vraiment le film s'attardait énormément dessus, mais en fait il y a genre une micro-scène dessus et c'est tout. Et en fait c'est pas prétentieux non plus, j'ai envie de dire, dans son message. Comme tout passe par la mise en scène et tout passe par ce qui se passe dans le film, c'est vraiment jamais prétentieux. On comprend tout ce qui se passe dans le film, malgré le fait que ça soit un petit budget et que parfois ça ressorte à des trucs presque du hors-champ. Enfin, vraiment, c'est très 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 chouette. Et pour moi, c'est vraiment un gros film de cette année. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Et j'espère, je pense qu'on verra peut-être certains des acteurs au César, hein. Ils méritent clairement. Notamment Lucy Zhang, je pense qu'on la verra dans Meilleur Espoir, j'espère du moins, pour elle. Parce que clairement, elle mérite énormément. Et pour moi, enfin, c'était clairement très très bien, et clairement à voir. Clairement un film à voir. Voilà, je survends beaucoup. Je pense que voilà, je suis beaucoup choqué du film, mais en soi, c'est vraiment un très très bon film, et c'est un bon film à enquête. Donc voilà. Il joue bien, Sofiane, dedans. Tous les acteurs jouent bien. Sofiane, il joue super bien. Vraiment, ça m'a choqué. Alors, il joue Sofiane. Il joue un rôle où, en soi, si vous connaissez Sofiane, même dans ses interviews, tout ça, vous savez comment il jouerait un film, comment il jouerait un ripou, un flic un peu ripou. Donc voilà, vous savez comment il jouerait si vous le connaissez un peu. Mais il joue très bien, enfin ça lui va très bien comme rôle, et il démord pas, et en plus c'est pas un film où ça crie non plus tout le temps, donc ça va, il n'y a pas non plus des grands moments de jeu d'acteurs, comédie française, tout ça. Donc c'est clairement bien fait à ce niveau-là. Et la fin est super chouette aussi du film, enfin vraiment la fin. En fait, il y a un côté l'impasse aussi de Palma, où t'as déjà vu la fin au début, mais en fait tu l'as oublié. Donc vraiment. Clairement, c'est très très bien fait. Et voilà, et c'est encore une fois effectivement une très très belle semaine là pour le cinéma, ce qui est très inattendu, parce que généralement fin août, généralement il n'y a pas grand chose. Mais là, entre Escape from the 21st Century, Le Roi Soleil, la ressortie de John Woo, bon, casting c'est pas très bon, mais voilà, au moins ça a le mérite d'exister. Je sais que Phantom Utile est également très bon de ce que j'ai pu voir. J'ai pas eu le temps de le rattraper, mais apparemment c'est très chouette. Donc voilà, il y a quand même. Effectivement, il y a des films chouettes. Il y a des films chouettes cette semaine. On peut remercier le cinéma, on peut remercier le cinéma français, on peut remercier le cinéma chinois, on peut remercier le cinéma de tous les pays, parce qu'effectivement, il y a des films chouettes actuellement en salle, et ça fait plaisir.